Wesh les gars, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Donc aujourd'hui ça va être live détente, live chill. On va commencer avec One Piece où tout simplement on va analyser quelques petits commentaires, des petites théories que j'ai récoltées dans les commentaires YouTube. Voilà pour être plus précis. Et on va tout simplement analyser tout ça. Je vous donnerai mon avis sur le sujet, etc. comme d'habitude. Donc voilà, ça c'est pour le côté One Piece. Et évidemment, juste avant qu'on commence, je préfère le faire maintenant comme ça c'est fait. Petite auto-promo les gars, n'hésitez pas à rejoindre la team, que ce soit pour la team YouTube, que ce soit pour la team Twitch, avec les souscriptions évidemment, ça c'est pour ceux qui veulent participer de manière financière, faites-le que si vous avez envie, que si vous le pouvez. Et évidemment, je tiens à remercier comme d'habitude toutes les personnes qui contribuent au développement de cette chaîne. Voilà, merci pour tous vos subs, merci pour tous vos bits, pour tous vos dons, ça fait grave plaisir. Et on continue l'aventure et je vous proposerai, je l'espère, du contenu de meilleure qualité au fur et à mesure qu'on avance sur la chaîne comme d'habitude. Voilà, vous avez aussi le Twitter pour avoir les infos en direct, les infos de dernière minute. Et pour terminer, le Discord, c'est là-bas où on se rejoint. C'est là-bas où je vous mets toutes les informations que je traite dans les vidéos, etc. Je les transfère sur le Discord pour que voilà, il reste une trace de tout ce qu'on fait, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Toutes les vidéos manga avec les liens, etc. Si jamais vous voulez découvrir et suivre de nouveaux mangas, sont sur le Discord. Je vais sûrement en rajouter beaucoup plus à l'avenir. Donc voilà, je pense que pour le top promo, c'est parfait. Et on va essayer de faire un live légendaire sur ces petites théories qui pourraient être surprenantes à mon goût. Donc c'est parti les gars. Ok, donc c'est parti les gars, on va tout simplement réagir à 4 commentaires, donc voilà, que j'ai répertoriés, histoire de débunker, peut-être aussi d'expliquer, peut-être de défendre aussi en fonction de chaque commentaire, et on va tout simplement réagir, analyser en profondeur et donner des arguments contraires ou des arguments qui vont dans le sens de la théorie. Donc voilà, je trouve que c'est 4 commentaires qui pour moi sont pertinents et on va essayer tout simplement d'en parler tous ensemble. Ok, donc c'est parti les gars, on commence avec le premier commentaire. Donc c'est un commentaire de Baby Noboka, je veux dire comme ça, je sais pas comment ça se dit, je suis désolé mais pas le choix, donc on va l'appeler Baby. Et du coup il nous a dit il y aura un time skip de 500 ans avec un point d'interrogation. D'ailleurs, qui a le fruit de Toki aujourd'hui? Donc voilà, là il y a 2 informations, 2 questions différentes et on va les traiter chacune l'une après l'autre parce que voilà, pour moi c'est pertinent. Alors, il y aura un time skip de 500 ans. Donc est-ce qu'il va y avoir un time skip de 500 ans? Bah figurez-vous que c'est pas du tout impossible parce que peut-être qu'on pourrait voir un petit peu le découlé de tout ce qui s'est passé dans l'univers de One Piece mais dans le futur. Par exemple, le fait que les influences de Vegapunk mais dans le futur, ce que la grande ère de la piraterie a pu donner comme nouvelle génération, etc. Évidemment, je préfère le dire tout de suite, ça me semble très peu probable. Mais c'est pas du tout impossible dans le sens où ça pourrait arriver genre en dernière page de chapitre et on verrait justement le monde dont rêvait Vegapunk, dont rêvait potentiellement Joy Boy et toutes les personnes de l'univers de One Piece se réaliser et évoluer dans quelque chose de beaucoup plus grand. Et il faut savoir que Vegapunk a 500 ans d'avance sur tout simplement le monde actuel. Donc potentiellement qu'on pourrait tout simplement voir le monde actuel comme étant ce monde du futur quoi. Et ça pourrait être sympathique parce qu'au final on a déjà vu à quoi ça pourrait ressembler entre guillemets. Donc c'est pour ça que pour moi ça me semble correct, ça me semble possible et j'espère qu'on aura potentiellement quelque chose qui y ressemble. 500 ans ça me paraît quand même beaucoup, mais voilà, un petit time skip à la fin de l'œuvre avec quelques années de plus serait quand même assez sympathique. Donc ça c'était pour la première partie. La deuxième partie, il parle du fruit de Toki et de la personne qui pourrait détenir le fruit de Toki aujourd'hui. Bah tout simplement, pour ma part, le fruit de Toki est détenu par Toki elle-même, tout simplement. Pourquoi? Parce que en fait elle avait une mission secrète dont elle n'a pas encore parlé et son but était de retrouver Wano. Et on sait toujours pas pourquoi elle devait retrouver Wano. Par contre elle a réussi sa mission et elle a retrouvé Wano. Et son but, depuis qu'elle a sauté dans le temps, c'était tout simplement de revenir dans son pays natal, pays qui d'ailleurs, si je me trompe pas, d'après mes souvenirs, elle a jamais été à Wano et son but c'était d'aller à Wano, alors que Oden lui a tout
toute sa vie vécu à Wano et son but était tout simplement de quitter Wano. Donc, pour moi, je pense que Toki devait aller à Wano, devait faire quelque chose à Wano et que sa mission n'est pas terminée. Pour moi, elle n'est pas morte dans le château en flammes et pour moi, c'est évident. Si t'es sur le bord de la mort, que t'as un pouvoir qui te permet de téléporter, non pas dans l'espace mais dans le temps, je pense que tu l'utilises une ultime fois, même par instinct, j'ai envie de dire, pour pouvoir partir dans une autre temporalité. Et ce qui est assez intéressant, c'est que au final, on sait que Toki, plus elle saute loin, moins elle maîtrise son pouvoir. Et je pense que là, elle est partie directement à la fin de l'œuvre, c'est-à-dire qu'elle s'est téléportée directement au One Piece. C'est-à-dire qu'elle a déjà toutes les révélations dont on rêve, elle sait déjà tout ce qui va se passer. Donc pour moi, c'est là où est Toki et je pense que personne d'autre pourrait avoir le fruit de Toki parce que je pense que ça saurait déjà d'une part, parce que voilà, Oden est mort il y a quand même pas mal de temps, vingtaine d'années, donc je pense que voilà, le fruit aurait réapparu et même sans ça, je trouve ça logique qu'elle puisse s'enfuir, étant donné qu'elle l'a déjà fait plusieurs fois pour arriver à cette époque-là, tout simplement. Donc voilà, ça c'est aussi pour moi une manière d'Oda de raconter l'histoire grâce au fait que voilà, Toki, elle a vu le siècle oublié, potentiellement elle connaissait Joy Boy, elle sait qu'il y a une réincarnation, elle sait tous les secrets qu'elle doit garder et tout en rapport avec ce qui s'est passé pendant le siècle oublié, et ça va être un petit peu le témoin du passé. C'est-à-dire que Yasune Isha qui était présent pendant ce laps de temps, il y a aussi Emmet qui était présent pendant ce laps de temps, et là Toki, elle était présente dans ce laps de temps, y compris Im-sama. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui étaient là il y a 800 ans, qui seront là dans le futur pour nous raconter l'histoire. Donc je pense quand même que Oda a fait tout ça de manière délibérée, histoire de voilà, de raconter l'histoire de la meilleure manière qui soit. Donc voilà en tout cas pour ce commentaire, on passe directement au deuxième, mais j'ai trouvé ça pertinent parce que voilà, ça fait réfléchir sur les potentialités qui pourraient arriver au cours du manga. Alors, commentaire suivant, on a B-Boy24, franchement les pseudos sont marrants, j'aime bien, qui nous dit, mais si les Vegapunk sont vivants, donc le cerveau est vivant, et donc on peut réparer le Stella, point d'interrogation, mais attention, si Mars est resté sur Egghead, il peut très bien modifier le cerveau central et donc rendre Lilith mauvaise. Donc voilà, ça c'est très intéressant parce que si j'ai pris ce message, c'est parce qu'il a été envoyé il y a longtemps et qu'au final aujourd'hui on a déjà la réponse à tout ça. On a vu effectivement Lilith récupérer un corps du Stella pour pouvoir réanimer le Stella et faire en sorte qu'il existe à nouveau. Donc en gros, quand Vegapunk disait qu'il allait mourir, j'ai l'impression qu'il savait éperdument qu'il allait pas mourir, étant donné qu'il était déjà venu à Elbaf, qu'il avait déjà utilisé un clone justement pour pouvoir étudier là-bas sans que le gouvernement mondial puisse le choper. Et au final, lui, il avait aucune inquiétude à avoir, étant donné qu'aujourd'hui, les Vegapunk vont faire en sorte de le réanimer. Ensuite, pour la deuxième partie du message, par rapport à Mars qui serait resté sur Egghead et tout, donc là, ça devait être à une époque où on n'avait pas beaucoup d'informations à ce sujet-là. Bon, maintenant, on sait que Mars est bel et bien parti à Marijoa et qui continue tout simplement de faire sa vie de son côté. Cependant, modifier le cerveau central et rendre Lilith mauvaise, pour moi, c'est complètement impossible. C'est vraiment complètement impossible, sinon York l'aurait déjà fait pour justement corrompre tous les autres Vegapunk. Et je pense que le cerveau, il faut le prendre comme un disque dur. C'est-à-dire que c'est là-bas qu'on envoie toutes les données, mais que chaque personne, au niveau de leur conception, eh ben, ils ont tout simplement leur manière de penser, leurs qualités, leurs défauts, etc., etc. J'ai l'impression que c'est comme ça que ça marche. Et d'une manière, ils sont tous liés les uns aux autres grâce au Punk Records. Cependant, ils sont bel et bien tous uniques. On le voit de par leur caractère, etc., etc. Et chaque Vegapunk est bel et bien un fragment de la personnalité du Stella. Donc, vous voyez que malheureusement, il y a des choses qui, pour moi, sont carrément impossibles. Et en plus de ça, rendre Lilith mauvaise, je trouve que c'est pas nécessaire, étant donné qu'on a déjà quelqu'un de mauvais parmi les Vegapunk, c'est York, et elle va très bien faire le taf pour vraiment faire en sorte de tout simplement être la plus mauvaise possible, potentiellement rejoindre le mauvais côté de la force pour aider les Tenryubito, devenir Tenryubito, ou même détruire le monde d'une certaine manière. On sait pas encore ce qu'elle est capable de faire, mais au vu du Mother Flame, on a une petite idée. On passe au commentaire suivant. Cette fois-ci, on passe sur notre ami Nopno qui nous dit tout simplement que avec la disparition de Saturne, je me demande dans quelles circonstances Katarina Devon va pouvoir utiliser son apparence. Donc ça, c'est une question très récurrente. Déjà, il y a quelque chose que je voulais noter par rapport à Katarina Devon. On sait qu'elle a le fruit du Kitsune qui lui permet de pouvoir copier les pouvoirs. Et ça, pour moi, c'est ultra pertinent parce que elle va pouvoir potentiellement prendre certaines apparences. Donc on sait qu'elle est capable de prendre l'apparence de certaines personnes. Cependant, la différence, c'est que c'est un fruit de type Zoan mythologique et ça peut pas être
juste une question d'apparence, dans le sens où on a déjà ce fruit-là, c'est le fruit de Mr. Two, et ce serait pour moi débile d'avoir fait un fruit bis juste pour copier l'apparence. Donc là, je pense qu'elle est capable de copier l'apparence, mais potentiellement bien plus. Quelque chose qui pourrait lui permettre d'acquérir certains pouvoirs, potentiellement de manière temporaire. Est-ce qu'elle est capable de pouvoir éveiller les fruits qu'elle aurait pu copier? C'est vraiment ouf. On sait qu'elle a 9 queues, comme les Kitsune, comme le démon renard dans Naruto. Et du coup, potentiellement qu'elle pourrait avoir 9 fruits du démon au total. Je pense quand même qu'il y a une limite à son fruit, parce que ça me rappelle un petit peu Vadogur, qui d'ailleurs était en binôme avec elle quand ils sont venus à Egghead, et qui lui pouvait se déplacer que de quelques kilomètres entre guillemets, parce que voilà, il maîtrisait pas encore suffisamment bien son fruit. Donc voilà, nous qui pensions qu'il pouvait prendre Barbe Noire avec lui, le déplacer d'île en île, non. Là aujourd'hui on sait très très bien que pour lui c'est très compliqué de pouvoir faire plus de quelques kilomètres, parce que voilà, c'est le début de son pouvoir, c'est le début de la maîtrise, et potentiellement quand il aura éveillé son fruit, peut-être qu'il pourra déplacer des îles entières, un bateau entier, une flotte entière. On sait pas ce qu'il va nous prévoir pour la fin du manga, mais je pense que Oda, au niveau de la surprise, il va pas nous décevoir comme il a l'habitude de faire. Donc moi j'ai une confiance aveugle en Oda. Donc voilà, pour en revenir au pouvoir de Katarina Devon, pour moi clairement, je pense qu'elle va tout simplement copier des fruits du démon légendaires qui vont servir tout simplement à l'équipage des Barbes Noires. Parce que pour moi c'est évident, il faut que ce soit des fruits du démon qui puissent être utiles. On a vu que Barbe Noire, lui, il y a même des fruits du démon qui étaient vraiment légendaires, mais dont il en avait rien à faire. Tu vois, par exemple le fruit de l'eau, il en avait rien à faire, alors que pour moi c'est potentiellement l'un des fruits les plus hardcore de tout le manga. Déjà en termes de maîtrise et tout, il est légendaire. Et en plus de ça, le fait de pouvoir faire l'opération de Jouvence, c'est encore plus légendaire. Donc à voir, mais franchement, je pense que Katarina Devon doit avoir 9 fruits légendaires. En plus de ça, il me semble que quand elle a pris le fruit de Saturne, ça devait être soit l'avant-dernier, soit le dernier. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il me semble qu'il y avait une information qui disait, voilà, moi je suis venu faire ma mission, je suis venu faire ce que j'ai fait, je peux pas prendre plus, donc autant partir directement. Et en plus de ça, elle a pas pris un fruit comme celui de Luffy ou autre, parce que potentiellement, qu'elle avait déjà tous les fruits copiés nécessaires. Donc voilà, en plus elle aurait pu prendre par exemple le fruit de l'eau et utiliser l'opération de Jouvence, et peut-être que ça ne l'aurait pas tué, parce que voilà. Bon, après ça c'est des spéculations sur des théories qui sont déjà spéculées à la base, donc on va pas rentrer trop en détail là-dessus, mais pour moi c'est quelque chose qui est ultra pertinent. Donc voilà, encore à vérifier par rapport à tout ça, mais Katarina Devon, sûr et certain, ça va être une pièce maîtresse de l'armée de Barbe Noire, et elle, je la vois plutôt comme le cavalier sur une table d'échecs, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir faire des choses, pas en termes de power scaling, mais plutôt en termes de possibilités. Elle va vraiment avoir énormément de possibilités, pouvoir créer vraiment des scénarios légendaires, et je pense que Oda veut justement cette flexibilité pour pouvoir créer tout ce qu'il veut et imaginer tout ce qu'il veut aussi librement que possible. Donc voilà, je pense avoir fait le tour par rapport à ce petit commentaire, et on va terminer avec le dernier, comme ça au moins on aura fait le tour. Le dernier, c'est un petit message de Tazar51 qui nous dit: je pense que les 5 doyens sont humains, ils ont fait peut-être un pacte avec Im-sama. Donc ça c'est très intéressant, surtout au vu des dernières informations qu'on a eues. Donc récapitulons un petit peu toutes les informations qu'on a. Premièrement, les Gorosei, ils sont 5, il faut qu'il reste 5, parce que voilà, on l'a vu que quand on supprime Saturne, et ben on a un Garling, ça veut dire que voilà, l'équilibre doit être respecté. Ces 5 personnes ont des pouvoirs similaires et en même temps totalement différents, c'est-à-dire qu'ils ont l'immortalité, ils ont la capacité télépathique d'Im-sama, ce qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vu dans le pouvoir de Im-sama, mais aussi ce qu'on a vu avec Egghead. On a aussi le pouvoir de l'Abysse, donc cette fameuse marque qui tout simplement permet de pouvoir invoquer certaines personnes. Donc ça c'est ouf, parce qu'en vrai, l'invocation marche vraiment comme les démons. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un décide d'invoquer une personne ou un démon entre guillemets en particulier pour pouvoir le faire apparaître. Et ça marche très bien comme ça. On a eu la preuve avec Egghead, parce que voilà, Gunko a décidé d'invoquer 2 personnages, donc Gillingham et Somers, et les 2 personnages sont apparus sans même être au courant qu'ils ont été invoqués. Donc ça montre un petit peu la manière dont fonctionne la marque. Ensuite, deuxième chose, c'est que je pense que les Gorosei ont un titre différent vis-à-vis de l'Abysse comparé aux Chevaliers Divins. Parce que voilà, les Chevaliers Divins, ils sont invoqués entre guillemets en binôme, alors que les Gorosei, eux, sont invoqués seuls, et en plus de ça, ils ont tous un chiffre. Donc c'est comme s'il y avait une espèce de hiérarchie démoniaque, et que les Gorosei étaient les 5 primordiaux, tu vois. Et ensuite, on a tous les autres
qui peuvent utiliser l'abysse pour pouvoir invoquer des binômes cette fois-ci, parce que la hiérarchie veut que potentiellement ça marche comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Gorosei, on aurait pu les invoquer avec un seul cercle d'invocation, mais Oda en a décidé autrement et a décidé de faire en sorte qu'ils aient tous leur cercle d'invocation propre avec un numéro propre. Donc, ça montre un petit peu que leurs mécaniques sont différentes et potentiellement qu'ils ont peut-être pas le même rapport entre eux et Im-sama. Et si je vous dis tout ça, c'est pas pour rien, c'est juste pour répondre à ce qu'il a dit par rapport au fait que les 5 doyens auraient potentiellement noué un pacte avec Im-sama. Moi, je suis assez d'accord avec ça parce que justement, on vient de voir ensemble que ils ont quand même un rapport différent, complètement différent, j'ai envie de dire, avec Im-sama comparé aux chevaliers divins. Surtout qu'il y a le côté immortalité, etc., etc. Donc, est-ce que les chevaliers divins ont l'immortalité? C'est pas quelque chose d'impossible. Par contre, est-ce que Im-sama partage son pouvoir avec les chevaliers divins? Là, c'est une question qui se pose. C'est possible, parce que peut-être qu'Im-sama a un pouvoir tellement gigantesque qu'elle peut le partager avec tout le monde, un peu comme Naruto, mais il se peut aussi que Im-sama partage un petit peu son pouvoir avec les 5 Gorosei, et moi j'ai l'impression que les 5 Gorosei sont immortels, quasiment invincibles, tant que Im-sama n'a pas soit perdu connaissance, soit perdu la vie, bref, vous avez compris. Je pense que c'est potentiellement le seul moyen de pouvoir battre Im-sama. Et peut-être qu'en fait, il faudrait que les 5 doyens soient mis à mal pour que Im-sama lui-même ou elle-même soit vulnérable. Et je pense que ça va être un équilibre où justement ça va être un combat de plusieurs personnes contre plusieurs personnes pour pouvoir affaiblir une entité en plusieurs parties, quoi. Donc je pense que voilà, la défaite d'Im-sama va être compliquée et la tuer comme ça d'un seul coup en 1v1, je pense que c'est pas quelque chose qui va être mis en place à la fin du manga. Moi, je suis plus d'accord sur le fait que potentiellement Barbe Noire pourrait être le 1v1 de Luffy légendaire, un petit peu comme Roger et Xebec, même si on sait qu'il y avait Garp, donc là potentiellement il pourrait y avoir des personnes qui viennent aider. Par contre, Im-sama, moi je le vois plutôt comme une bête impossible à 1v1 et où il faudrait justement des alliances, soit avec Dragon, soit avec Shanks, qui permettraient justement de détruire un petit peu ce cercle privé qui permet à Im-sama d'être totalement immortel. Donc voilà, en plus c'est cohérent parce que si Garling est parmi les Gorosei maintenant, potentiellement que Shanks pourrait devoir se battre en 1v1 contre lui, ça ferait quelque chose en mode combat père-fils, vengeance contre l'abandon, etc., etc., la séparation à la naissance, bref, tout ce que vous voulez. Et du coup, on aurait un empereur, un ami de longue date de Luffy, à ses côtés. On pourrait avoir Dragon de la même manière, pouvoir combattre potentiellement un des Gorosei ou même Im-sama lui-même, même si j'ai l'impression que Im-sama c'est plus un ennemi de Luffy, mais on sait jamais, peut-être que tout simplement Luffy lui pourrait se battre contre Barbe Noire pendant que d'autres personnes se chargent d'Im-sama. Même si Im-sama potentiellement à la fin on aurait vraiment besoin d'un regroupement total, d'un soutien total on va dire, pour que chaque personne puisse abattre leur ennemi et que Luffy puisse mettre potentiellement le coup final ou contribuer. Après vous connaissez One Piece les gars, les combats peuvent durer très très longtemps, regardez juste Kaido, ça se peut que voilà, il faut que Shanks le tape Im-sama et qu'ensuite il se rabatte sur son ennemi pendant que Dragon reprend le relais, puis qu'après Dragon abat un autre ennemi, que Zoro, potentiellement Law, potentiellement Sabo viennent justement combattre chacun leur tour pour qu'après Luffy à la fin puisse 1v1 Im-sama pour pouvoir tout simplement le détruire ou la détruire. Donc voilà, c'est quelque chose qui pour moi est cohérent, on verra bien de toute façon, mais je réfléchis à tout ça et potentiellement je me dis que la fin sera vraiment légendaire étant donné tout ce que Oda doit mettre à la fin de l'œuvre, tout simplement. Juste avec toutes les informations qu'on a, peu importe les scénarios, peu importe ce qui va se passer, on sait déjà qu'il va y avoir et ça suffit juste à évaluer un petit peu la somme colossale d'événements qui vont se passer, tout ça. Donc voilà, en tout cas pour les commentaires YouTube c'est terminé. J'ai kiffé réagir à ça, je réagirai potentiellement plus tard à d'autres commentaires, vous inquiétez pas, il y en a énormément qu'il faut que je traite, donc voilà on les fera comme d'habitude les semaines où il n'y a pas forcément de chapitre. Ça nous permet de faire une petite pause, parler un petit peu d'autres théories et en même temps éplucher un petit peu ce que pense la commu, hein. Ça permet justement de développer peut-être cheminement de pensée différents, quelque chose qui me plaît particulièrement. Donc voilà, n'hésitez pas à les envoyer, n'hésitez pas à venir sur Discord aussi, j'en profite pour faire le
l'auto-promo de la fin là, c'est pas venir sur Discord parce que c'est là-bas normalement que on met toutes les théories, toutes les discussions et tout. Je préfère que ce soit là-bas parce que c'est plus facile à traiter, à gérer et tout. En plus, il y a d'autres salons et tout qui permettent justement de mettre en parallèle certaines choses. Là, je suis en train de mettre en place des salons pour faire des sondages, pour réagir au dernier chapitre. Donc voilà, je vais essayer de faire un sondage par semaine. N'hésitez pas à les checker, à les répondre. Comme ça, au moins, ça me permet un petit peu d'avoir vos avis sur ce qui se passe en ce moment. Et sinon, bah voilà, hein, pour terminer l'autopromo, je dirais qu'il y a le Twitter pour avoir les infos en direct, les spoils, etc., etc. Vous avez évidemment les souscriptions pour participer de manière financière. Donc voilà, je remercie énormément toutes les personnes qui le font, qui se à la chaîne et qui donnent des bits, des dons et tout. Ça fait trop plaisir. Merci beaucoup les gars. Et en récompense, je ferai le maximum pour vous proposer du contenu totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire par rapport à cette outro, cette auto-promo. Et comme d'habitude les gars, n'oubliez pas, vivez les jeux vidéo, vive One Piece. Et on se revoit très vite pour la suite de cette aventure One Piece, tout simplement. Ciao les gars.